à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Take Control Now. Cette semaine, je vous présente Luis Gutiérrez. Luis, c'est le fondateur de l'école de salsa Idulsura à Lausanne. Il est prof, fondateur, animateur de soirées dans tout ce qui est musique latine. Donc, c'est la fiesta quand on est avec Luis. Pendant cet épisode, on est revenu sur son parcours. Donc, il n'a pas toujours été dans le domaine artistique de la musique et de la danse. Il a surtout fait un apprentissage qu'il n'a pratiquement jamais utilisé. Ensuite, il a eu une carrière de commercial avant de se lancer et puis de créer son école. Je remercie Louis pour son temps et puis bonne écoute. Ciao, ciao. Comment ça va, Louis? Mais écoute, ça va bien. Et toi? Bien, merci. Hmm. Est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes qui tu es et ce que tu fais? Oh, 2 minutes. Ouais, après on va passer un peu en revue. Je plaisante. Donc, comme tu as dit, je m'appelle Luis Gutiérrez. Je suis originaire du Chili, donc je suis né là-bas et je suis arrivé en Suisse quand j'avais 5 ans. Ensuite, j'ai fait toutes mes études ici. Et voilà, actuellement, j'ai une école de danse à Renan, donc je vis de ça depuis maintenant 13 ans bientôt. Et avant ça, j'ai fait un apprentissage de mécanicien. Après, je suis parti dans la mécanique industrielle. Après, j'ai fait de la vente pendant pas mal d'années. Puis tout d'un coup, j'ai décidé d'arrêter tout ça et de me lancer dans la danse. Donc là, ça fait pas mal d'années que je suis là-dedans. Et puis je suis heureux. Top. Alors, je te propose qu'on passe un peu en revue ton parcours. Mm-hmm. On va commencer par le tout début. Tu rêvais de faire quoi quand tu étais petit? Quand j'étais petit, je crois que je voulais être chauffeur de car, comme mon père. Donc je voulais conduire des gros cars. Des gros bus. Exactement. Exactement. Ok, donc c'est pas ce qui est arrivé, en tout cas pas pour l'instant. Non. Après, je pense qu'on a tous des rêves de métier et d'autres. Moi, j'avais jamais vraiment, j'aimais bien, j'ai toujours aimé ce qui touchait à la mécanique en règle générale. Mais non, au début, je voulais être chauffeur de car. Ouais. Ok, et du coup, au tout début de notre parcours, on commence souvent par l'école. Mm-hmm. Toi, tu étais comment à l'école? Ouf, le pire. Le pire. Ouais, maintenant, on pourrait dire que j'étais un HP trop intelligent pour suivre un protocole normal. Mais en vrai, j'étais un cancre. Donc, j'ai jamais été vraiment dans les clous. Ça a été très compliqué, ma scolarité. Je suis passé par pas mal de... Pas d'échecs vraiment, mais quand il faut choisir d'aller soit terminale à l'époque, option ou supérieure pour devenir un intellectuel. Là, je suis retombé assez bas dans les classes de... Comment ils appelaient ça avant? Rattrapage, quelque chose comme ça. Et là, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas ma place et que j'avais d'autres capacités. Du coup, j'ai bien fini ma scolarité. Mais jusqu'à la 5e, maintenant je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, j'étais un super cancre. Ok. Et du coup, comme tu dis, après ça t'a pas forcément empêché de continuer à faire des choses, vu que la deuxième partie était plus adaptée, vu que tu faisais des choses peut-être plus en cohérence avec ce que tu avais envie. Oui, non, disons qu'après, j'ai fini l'école secondaire de manière assez bonne. J'ai fait... là, je me suis plus tourné, à cette époque-là, on faisait beaucoup de stages en entreprise. J'ai beaucoup aimé la mécanique auto, parce que j'étais toujours assez passionné par les automobiles et la mécanique et les sports mécaniques en général. Du coup, là, j'ai fait un examen roman pour ça, dans des garages, en fait. Et je suis arrivé dans les premiers, donc j'ai choisi le garage le plus près de chez moi pour faire mon apprentissage de mécano, en gros. Ok. Donc, à ce moment-là, l'apprentissage de mécanicien, c'était un apprentissage de mécanicien genre standard. Oui. Il n'y avait pas encore d'électrique ou autre. Il y avait un petit peu. Si tu veux, maintenant, ce qui a changé par rapport à maintenant, c'est qu'avant, tu avais réparateur automobile, ce qui sont les plus ou moins mécaniciens d'aujourd'hui. Et puis, tu avais mécanicien, qui actuellement, je pense, c'est plutôt mécatronicien. C'est un petit gap en dessus, où tu fais de la recherche de panne électronique. Enfin, c'est pas juste remplacer des pièces, tu es beaucoup plus impliqué aussi dans la recherche de panne et puis tout ce qui va avec, quoi.
Et du coup, toi, tu as fait Mécanicien. mécanicien. Mhm. Ok. Donc, tu as fait mécanicien, c'était sur 3 ou 4 ans. C'était 4 ans. Voilà. Donc, tu as réussi ton certificat de capacité fédérale. Mais Chut, faut pas dire. faut pas dire. Non, j'ai réussi, oui. Ok. J'ai eu une année d'échec, mais j'ai réussi. Et du coup, après, est-ce que tu as commencé ta vie professionnelle en tant que mécanicien ou bien tu as directement switché sur autre chose? J'ai quasiment, oui, tout de suite switché sur autre chose. Ouais. Ok. Et du coup, tu es passé sur quoi? La mécanique industrielle. Ok. Donc, ça porte le même nom au début, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est-à-dire que, en gros, mécanicien, c'est un très beau métier, mais qui est extrêmement mal payé. Et quand j'ai vu les salaires de mécaniciens, j'étais pas trop tenté, bien que j'adorais la mécanique. Et la mécanique industrielle, c'est en gros, je pouvais utiliser aussi tout ce que j'ai appris en mécanique. Parce qu'en mécanique, on apprend de la soudure, on apprend de l'électronique, on apprend de l'hydraulique, on apprend beaucoup de choses qui s'utilisent quasiment jamais dans l'automobile. Et encore moins dans l'automobile moderne, en fin de compte. Ok. Et tout ce que j'ai appris, justement, j'avais un CFC qui est intéressant dans la mécanique industrielle. J'ai plein de connaissances qu'en fin de compte, je n'aurais pas utilisées en automobile et que j'ai pu utiliser dans la mécanique industrielle. Donc c'était même plus intéressant professionnellement pour moi et aussi mieux payé. Du coup, tu as fait ça pendant combien de temps? 5 ans. Et en fait, ça, le quotidien de quelqu'un qui fait de la mécanique industrielle, j'arrive pas très bien à m'imaginer. Si tu bosses sur des chaînes de production. Alors là, j'étais sur des chaînes de production. J'ai travaillé dans une verrerie à Saint-Pré. Okay. Donc en fait, c'était une usine qui fabriquait des bouteilles en verre. Et forcément, une fois que la bouteille est fabriquée, elle passe dans différentes machines de contrôle, d'inspection, ensuite d'emballage. Et si tu veux, toute la chaîne d'inspection et d'emballage, c'est que de la mécanique, de l'hydraulique, la pneumatique, il y a pas mal d'éléments. Et puis moi, j'étais chargé en fin de compte de maintenir le bon fonctionnement de toutes ces installations. C'est-à-dire qu'il y a souvent des pannes, des petits couacs ou des choses à faire. Ok. Du coup, alors je vois beaucoup mieux puisque j'ai pu faire 2 étés en tant qu'étudiant. J'ai travaillé en usine où il y avait des chaînes de production. Du coup, je vois très bien ce que tu as pu faire pendant ces 5 ans. Exact. Donc, tu as fait 5 ans là-dedans, dans mécanique industrielle, et après, tu as dit que tu avais switché en tant que commercial ou vendeur, je ne sais pas comment tu le nommes. Oui, c'était commercial. Bon, déjà, dans la mécanique industrielle, j'ai fait, je pense, 2 années et demie pure mécanique et 2 années où j'avais formé les gens à régler les machines et à réparer les machines, en fin de compte. J'étais pas mal intéressé au sujet, donc ils m'ont envoyé à beaucoup de formations à gauche, à droite. Du coup, j'ai fini par former les gens au boulot que je faisais là-bas, en fin de compte. Donc, c'était aussi assez intéressant au niveau professionnel de bosser là-bas. Ok, donc déjà dans cette entreprise-là, tu as commencé un peu à switcher déjà de casquette jusqu'à automatiquement, switcher complètement et passer du côté plus formation. Affaires ou formation. Ouais, formation. J'étais responsable de la formation en fait de l'entreprise. Ok. Et du coup, à quel moment, après 5 ans dans une boîte, tu commences à... Est-ce qu'on vient te chercher ou bien c'est toi qui commences à regarder ailleurs, tu es plus content ou bien tu es hyper content? Qu'est-ce qui se passe? En fait, après, c'est toujours le nerf de la guerre, quoi. L'argent... au bout d'un moment, j'avais un salaire de mécanicien alors que j'avais un rôle de formateur. Et quand je suis allé demander à mon boss d'avoir un salaire qui équivaut à mon poste, il m'a gentiment dit qu'il fallait que je fasse des formations pour y arriver. Et ça ne m'intéressait pas de continuer à me former dans ce milieu-là. Puis en parallèle, dans tout ce que je faisais dans cette entreprise, j'achetais du matériel à certaines entreprises, dont une où il y avait un des gars qui me draguait, on va dire, pour que je vienne bosser dans son entreprise. Et puis quand justement j'ai eu quelque part une petite déception à me dire, mon travail n'est pas reconnu et s'ils veulent, ça faisait 2 ans et demi que je faisais ça, ça leur posait aucun problème. Puis quand j'ai demandé justement un alignement du salaire, on va dire, ils ont dit que j'avais pas les compétences de faire ce travail, clairement. Du coup, du jour au lendemain, je suis parti et puis j'ai suivi ce gars qui me disait depuis quelques temps déjà viens bosser avec nous. Et c'est comme ça que je suis parti dans la vente, en fin de compte. Ok, intéressant. Et du coup, quand tu passes justement d'un milieu très
mécanique industrielle Mhm. à de la vente. C'est quoi les gros changements que tu as vus ou que tu as connus? La salopette déjà. C'est-à-dire que je suis allé, moi, à mon premier entretien d'embauche, genre avec un t-shirt, pas avec des têtes de mort, parce que je sais que j'aime les têtes de mort, mais avec un t-shirt classe, on va dire, un pantalon, des baskets propres. Et puis je suis arrivé dans un monde où tout le monde était en costard-cravate. Donc déjà là, il y a un changement de tenue, on va dire. Ok. Et puis, ça change de tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te poses des questions, comment faire fonctionner une machine correctement. Puis là, tu te poses la question de comment faire comment vendre quelque chose à quelqu'un. Donc au début, c'était assez intéressant. Surtout que on ne s'imagine pas vraiment toutes les techniques de vente, tout ce qu'il y a derrière. C'était comme une boîte qui formait très très bien ses vendeurs. Du coup, j'ai été plus du côté où tout d'un coup, tu dois apprendre en fait la psychologie humaine, les techniques de vente, comment accrocher quelqu'un, comment faire des entretiens téléphoniques, enfin toutes des choses où en fin de compte tu te poses jamais la question dans ta vie tant que tu n'y es pas dedans. Mais j'ai eu la chance d'être quelqu'un d'assez social, on va dire, et puis qui a un contact facile avec les gens. Donc tout ce que j'ai appris de la vente, c'est certaines techniques, mais en fin de compte, c'est, je pense, la personnalité d'un vendeur qui fait vraiment le fait que tu puisses réussir dans ce métier, quoi. Je pense sincèrement que c'est le cas. Et ce qui est intéressant, c'est que ces techniques de vente, enfin ça c'est après, j'ai très peu d'expérience là-dedans encore, mais j'ai le sentiment que c'est pas uniquement dans le milieu de la vente en tant que commercial ou avec ta casquette de commercial. J'ai l'impression que tu en as, dès le moment où tu en as conscience, que en fait tout le monde en joue tout le temps pour à peu près tout dans ta vie. Tu en as besoin pour décrocher un travail si tu dois te vendre toi. Oui. Tu en as besoin pour ta vie sociale, pour, alors j'aime pas ce mot, mais briller en société, ou bien avoir des amis, ou rencontrer un partenaire, voilà, ou une partenaire. Enfin, tu te vends en tout temps, où tu vends des choses. Donc je trouve que c'est hyper intéressant dès le moment où tu en as conscience de ces techniques, que ça te change un peu ton regard, et même ça te protège des fois de te dire, ah oui, quand on m'appelle, il y a une technique de vente mise en place pour que je me sente obligé d'acheter, et du coup tu te protèges peut-être plus facilement aussi. Ah oui, non, là, clairement. Ouais. Ah, donc je pense que c'est un très bon apprentissage dans plein de domaines. Non, c'est intéressant de voir aussi la manière dont les gens ont de se protéger quelque part. Et tu peux rencontrer quelqu'un qui va être hyper négatif simplement parce qu'il n'aime pas ton entreprise, mais qu'il a besoin des produits, puis tout d'un coup, tu commences à tisser un lien, puis le gars, ça peut devenir ton meilleur pote, alors qu'au début, il disait, vous mettiez un pied ici, vous sortez plus jamais, quoi. Donc, c'est vrai que la vente, en fait, c'est la vie, quelque part. Mais au-delà de ça, le métier de vendeur va aller dans un truc où, c'est là que j'aime moins, c'est pousser à la consommation. Okay. Quelque part, vendre, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Mais commencer à essayer de donner aux gens plus que ce qu'ils ont besoin, c'est là où ce métier, moi, des fois, il me plaisait moins. Je préférais voir la personne tous les mois, lui vendre tous les mois un petit truc, l'avoir une fois par année, et puis lui vendre pour son stock, quoi. Et les entreprises de vente, elles ne comprennent pas toujours ça. C'est-à-dire que c'est toujours, vas-y, il faut vendre le maximum. Puis en fin de compte, tu tisses pas de lien, parce que le gars, tu le vois une fois par année. C'est-à-dire que tu vas tous les matins, enfin, tous les mois, lui amener les croissants et puis boire le café avec, petit à petit élargir un peu ton cercle de produits aussi chez le client, quoi. Et du coup, ça, t'as fait ça dans une seule boîte ou dans plusieurs? Alors j'ai commencé dans une boîte où je suis été en fait catapulté dans un milieu que je connaissais pas du tout, c'était le bâtiment. Okay. Donc je travaillais avec des maçons, des peintres, des carreleurs, des ébénistes, enfin tout ce qui est touche au bâtiment en fin de compte. Parce qu'il n'y avait pas de place dans mon domaine qui était la mécanique. C'est une boîte qui avait aussi une section mécanique. Et puis, je crois que j'ai fait 3 ans et demi à peu près dans cette entreprise. Enfin, dans ce secteur-là. Okay. Où ça a pas mal bien marché pour moi. J'étais assez content. Puis après, comme d'hab, quand ça marche, on te demande de plus en plus. Et puis, on te met la pression. Et vu que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est tellement sujet à la pression, j'ai tendance un peu à m'en foutre. De me dire, ouais, si tu vends pas plus, nani, nana. Puis moi, je disais, si t'es pas content, tu me vires, quoi. C'est aussi facile que ça.
Et en fin de compte, avec mon chef, ça commence à être tendu. Du coup, j'ai décidé, moi, de partir. Et puis, je suis allé ensuite, pendant à peu près une année, vendre du mobilier de bureau. Mais à niveau professionnel ou presque industriel, on va dire. Tu dois vendre tout d'un coup. Tu as une société qui s'ouvre. Tu dois vendre 100 places, 100 postes de travail. Donc, c'est quand même des montants assez gros. Puis, ça a extrêmement bien marché. C'est-à-dire que j'ai presque fait 3 fois ce qu'ils me demandaient à la base, au niveau du chiffre d'affaires. Et puis, comme j'avais un contrat sur un chiffre d'affaires fixe, je me suis un peu battu avec eux en leur disant oui, mais bon, vous m'avez demandé de vendre tant, j'ai vendu 3 fois plus, je pense que je peux quand même avoir un sucre. Ils m'ont dit non, du coup, je me suis barré. Ok, bon bah, voilà. Et puis, la vie faisant, voilà, j'ai croisé un ancien chef de la boîte où j'étais avant, qui lui est dans la mécanique automobile. Et il m'a dit, ah, mais si tu cherches du boulot, machin, moi, je t'ai toujours apprécié, en plus, tu bossais bien bossé avec moi. C'est-à-dire que j'ai quitté là-bas et en parallèle, j'ai quitté là-bas, j'ai recommencé dans la même boîte où j'étais parti, mais dans un domaine qui était mon domaine, la mécanique, en fin de compte. Ok, donc t'es parti, t'as fait un an, un peu plus d'un an ailleurs, et on est venu te rechercher dans un autre secteur. Okay. Exact. Donc, tout ce passage-là de commercial, donc tu l'as exercé toujours au niveau professionnel, c'est-à-dire de business à business, pas à un particulier. Donc c'était toujours dans des milieux où tu devais vendre une certaine quantité. Enfin, tu n'allais pas vendre un stylo, tu allais vendre des packs. Ouais. Bon, après, on avait aussi un peu des particuliers, mais c'était des cas particuliers. Et du coup, ça a duré pendant combien de temps à peu près, toute cette partie La partie vente, c'était à peu près 8 ans, je crois, 8 ans de ma vie. Ouais. Ok. Et ça change beaucoup le milieu où tu vends, enfin je pense que oui, mais à du bâtiment ou dans des bureaux ou bien à la mécanique? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça? Pas tant que ça, non. C'est juste les interlocuteurs qui sont un peu différents. Et peut-être même pas au final. Même pas, en fait, là, c'est toujours la même guéguerre. Okay, quoi. C'est toujours, je veux le plus pour le moins d'argent possible. Et toi, tu as essayé d'expliquer que tu as de la qualité et puis que ton produit vaut le prix, quoi. Donc, quel que soit le secteur, à mon avis. Mais les techniques étaient quasiment les mêmes. Et du coup, après toutes ces années en tant que commercial, tu l'as mentionné avant, par moment, tu avais justement le fait de devoir toujours faire plus, et puis pas forcément regarder ce qu'avait réellement besoin le client. Tu n'étais pas totalement en phase avec ça. Du coup, il s'est passé quoi, en fait, au bout d'un moment? Si tu veux, en gros, ce qui s'est passé, c'est que dans la vente, c'est assez pervers, en fait, le système. Parce que tu arrives et puis tu n'achètes pas un portefeuille de 250 000 francs. Une année après, tu as augmenté ton portefeuille à 300 000 francs, donc ils te demandent l'année d'après de faire 400 000, et l'année d'après, jusqu'à ce que tu augmentes, jusqu'à qu'à un moment donné, ils vont te dire tu n'augmentes plus, tu te barres, ou je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe à la fin, parce que je ne suis jamais allé jusqu'au bout du processus. Mais en fait, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais dans les objectifs pour pas justement les dépasser, et comme j'estime ou je pense que je faisais assez bien mon job, en fin de compte, arriver à mes objectifs, c'était pas la chose qui me demandait énormément de travail. C'est-à-dire que sur un 100%, peut-être 50% de tout ce temps, ça me suffisait pour faire mes objectifs. Okay. J'espère que mon ancien boss n'écoutera pas ça. Mais en gros, si tu veux, je bossais une demi-journée pour faire le boulot qu'un gars, ça lui prenait une journée. Donc petit à petit, ça se remarque parce que les kilomètres de la voiture, parce que tes collègues, tout d'un coup, ils voient ta voiture parquée chez toi à 2h de l'après-midi alors que tu es supposé finir à 6h. C'était du travail de terrain. Okay. Puis petit à petit, les chefs, ils commencent à te poser des questions. Et puis machin, puis si tu bossais plus, tu vendrais plus. Et puis tes collègues, ils disent oui, non, mais on voit que tu bosses pas plus. Puis moi, je leur disais, mais regardez vos chiffres. Moi, je suis à 100% dans l'objectif. Toi, tu vas me critiquer alors que tu es à 80. Donc, qui est juste et qui est faux? C'est-à-dire que si je bosse à 100% et je double mon chiffre d'affaires, l'année d'après, tu vas me demander de redoubler mon chiffre d'affaires et ainsi de suite. Donc moi, le gros problème là-dedans, c'était ça. C'est-à-dire que je bossais le minimum pour atteindre mes objectifs, mais j'en faisais pas plus. Ok. Donc, tu essayais d'être le plus efficace possible. Exactement. Et, ok. Intéressant. Et au bout d'un moment, du coup, cette situation ne te convient pas? Me convient pas. En fait, après, moi, ça fait pendant toute cette période que j'étais dans la vente, j'étais un danseur, donc j'ai commencé à prendre des cours, ça fait à peu près 22 ans. Putain.
22 ans que je danse à peu près. Ok. Et puis j'ai toujours été dans ce milieu, puis j'ai commencé à donner de plus en plus de cours, et puis en parallèle, j'avais toujours l'idée d'ouvrir une petite structure ou un truc. Et puis si tu veux, chaque fois qu'on me tapait sur la tête, chaque fois ça me poussait un petit peu plus à me dire, mais fais autre chose, parce que la vente, ben, je pourrais en faire encore maintenant, et puis avoir des bons salaires, parce que généralement vendeur, quand tu marches, vu que ça la com, quand ça marche, ben, tu gagnes très bien ta vie. Mais petit à petit, ben, la danse a commencé à prendre de plus en plus de place. J'ai commencé à avoir de plus en plus de cours en fait, dans une école à Lausanne où je donnais des cours. Et puis après, j'ai eu l'idée d'ouvrir mon école de danse. Donc j'ai ouvert pendant que je bossais dans la vente, parce que j'avais pas mal de temps, vu que je bossais pas assez. Du coup, j'ai ouvert une petite structure qui était plus une structure pour s'amuser entre potes, organiser des soirées, passer du bon temps, boire de l'eau, tout ça. Et puis en gros, du moment qu'ils ont commencé à trop me presser sur la tête pour me dire oui, il faut faire plus, il faut faire plus, il faut faire plus, je suis parti et puis je me suis lancé dans mon école de danse en fait. C'est vraiment ça qui m'a poussé à, à changer radicalement de cap et puis devenir entre guillemets mon propre patron. Parce que là, au moins, il n'y en a qu'un seul que tu peux engueuler, c'est toi-même, quoi. Du coup, tu as fait ça il y a 13 ans. Ouais. C'était déjà sur Lausanne? Ça a toujours été sur Lausanne? J'ai toujours été sur Lausanne. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai donné des cours pendant 5 ans dans une école, où j'ai commencé juste avec un cours, puis après 2, puis après 3, après j'enseignais quasiment tous les soirs. Et puis, pardon. Et puis, en gros, si tu veux, après j'avais toute la partie salsa. C'est-à-dire que j'organisais les cours, je faisais des chorégraphies pour les élèves. Enfin, j'avais vraiment toute une grosse partie de la salsa dans cette école. Et le patron de cette école, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit, voilà, j'ai envie de voler de mes propres ailes, enfin, d'ouvrir ma structure ou faire autre chose, mais de mon côté. Et puis voilà, je lui ai demandé combien de temps il lui fallait pour me remplacer, vu que j'avais quasiment tous les cours salsa chez lui, quoi. Donc il m'a dit, ben voilà, laisse-moi 6 mois. Donc pendant 6 mois, j'ai continué à bosser chez lui. Et puis au bout de 6 mois, ben, j'ai trouvé un local à Renan, et, qui était un local de 100 mètres carrés, un petit truc cool, sympa. Et puis petit à petit, ben voilà, je suis parti de l'autre école, j'ai ouvert chez moi, mais en même temps, je bossais encore. Donc c'était vraiment un espèce d'hobby ou une espèce Ok. de petit local, comme tu louerais un local pour faire de la batterie, parce que t'aimes bien la batterie, quoi. Puis petit à petit, ben voilà, les gens ont commencé à se dire, ah, mais Louis, il est plus là-bas, il est là. Donc j'ai commencé à avoir de plus en plus de monde. Euh, des gens qui voulaient venir, donc les salles sont devenues trop petites. Donc du coup, ben, j'ai eu la chance qu'un voisin s'est barré, donc j'ai pris son local à lui, qui était adjacent au mien, donc j'ai pété un mur, j'ai fait une porte, j'avais 2 salles. Puis là-bas, j'ai commencé à engager du monde, et puis parallèlement, ben, la vente, ça commençait vraiment à... Mes patrons commençaient vraiment à me taper sur le système. Puis j'ai fait un peu mes calculs, je me suis dit, voilà, tu as besoin de quoi effectivement pour vivre. Et puis c'était pas énorme en fin de compte. Donc du coup, je me lance, je sais, pendant une année, puis ça va pas, je retrouve un job, quoi. Puis ça fait 13 ans que je me dis que j'ai pas eu besoin de me retrouver un job. Et ça, c'est intéressant, parce que quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, j'ai eu pas mal de questions autour de ça. Mhm. Moi, bah, du coup, j'étais employé en tant qu'ingénieur en développement. Mhm. Du coup, tu gagnes plutôt bien ta vie aussi. Mhm. Et quand tu dis, ah oui, je vais me lancer en tant qu'indépendant, bah, direct, tu as plein de choses autour de l'argent qui d'un coup font, ah oui, mais genre, tu ne pourras jamais gagner autant. T'es là, alors peut-être c'est vrai, au début en tout cas. Ouais. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de gagner autant? Ouais. Et du coup, ça, en fait, je pense que c'est très très personnel ça, mais Mhm. je pense dans la psychologie des gens, le montant que tu dois gagner pour vivre en Suisse est est beaucoup moins élevé que ce que la plupart des gens s'imaginent. Ouais. Ah oui, clairement, ouais. Et après, bah, selon tes envies, Mhm. ce que tu veux, ce que tu mets en priorité ou pas, bah, Ouais. ça te permet de t'en sortir. Oui, non, puis après, c'est moi, ce que je dis toujours, il y a gagner sa vie et gagner sa vie, je veux dire. En Suisse, comme dans beaucoup d'endroits, je veux dire, on est tous, on veut le bel appart avec vue sur le lac, on veut le dernier truc, la dernière manioc, le dernier nani nana. Euh, En fin de compte, si tu te contentes d'un appart dans lequel tu y es depuis, moi j'y suis depuis bientôt 12-13 ans là-bas, où je paye des loyers d'il y a 15 ans en arrière,
souvent je me suis dit, ouais, ce serait cool d'avoir un appart plus grand. Puis en fin de compte, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Moi, j'ai aussi l'avantage de ne pas être marié, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas m'être endetté plus que ça. Donc, c'est toujours c'est pas tellement ce que tu gagnes, c'est plutôt ce que tu dépenses. Si tu peux gagner, je sais pas, 3000 balles par mois et puis vivre mieux qu'un gars qui en gagne 10 et puis qui doit payer sa maison, nani, nana. Enfin, c'est toujours un équilibre à avoir en fin de compte. Puis moi, quand j'ai changé, j'aurais pu garder l'école et mon job. Puis je me serais fait beaucoup d'argent, on va dire. Puis en fin de compte, après, tu réfléchis, tu te dis, mais à quoi bon? En tout cas, dans mon cas, je peux voyager, je peux me faire un petit plaisir, j'ai mes restos, j'ai mes trucs. J'ai jamais vraiment eu besoin de manger des raviolis, on va dire. Donc, moi, ça me convient. Top. Et du coup, aujourd'hui, après 13 ans, comment est-ce que tu te définis? Tu fais aujourd'hui, Louis, c'est quoi? Quand tu te présentes, tu fais coucou, c'est Louis. Ouais. Souvent, je dis que je suis le concierge. Ça fait plus drôle que dire que je suis le directeur d'une école de danse. En fait, c'est assez particulier parce que c'est un statut, je pense, dans le milieu artistique en règle générale. Quand tu dis que tu es danseur déjà, on te regarde genre, oh le pauvre. Tu vois? Mais par rapport à quoi? Parce que tu as des préjugés autour de ça ou bien? Non, parce que je pense que vivre déjà de sa passion dans un pays comme la Suisse, c'est déjà un peu une utopie. C'est-à-dire que tu as des passions, mais vivre de ça, la Suisse n'est pas un pays qui va inciter tellement à pousser ses sportifs ou à pousser dans la culture. Ou, tu le vois au niveau acteur de cinéma, musicien. Il n'y a pas, enfin on en a quelques-uns, mais il n'y a pas des stars internationales ou des gens qui vivent de ça ou qui sont extrêmement riches, à part Roger. Mais si tu veux, c'est la Suisse, c'est faite un peu comme ça. C'est-à-dire que le milieu artistique, tout ce qui va sortir, j'ai l'impression, d'un milieu professionnel au sens strict, n'est pas vivable. Parce qu'en Suisse, on doit produire. Okay. On doit moins s'amuser. C'est un peu peut-être réducteur de dire ça par rapport à la Suisse, mais c'est vrai que ce n'est pas un pays où la culture est mise forcément en avant. Donc du moment que moi je me présente en tant que prof de danse, on imagine toujours, enfin là souvent ce qu'on me dit, c'est soit tu fais que ça, ou tu fais quoi à côté. Okay. Tu vois? Parce que c'est pas normal en Suisse de vivre de la danse. Et puis après, je commence à dire oui, que j'ai quand même 16 profs qui bossent pour moi, que j'ai 3 locales, enfin 3 salles de danse, que on a quand même une belle structure. Là, les gens ils commencent déjà à se dire ah ouais, ok, ses employés, ça doit marcher pour lui. Mais à la base, si tu dis que tu es directeur ou que tu danses, c'est toujours un peu pas normal que tu puisses vivre de ça en fait. Et c'est assez rigolo, je trouve, en fin de compte. Ouais, j'ai eu Sophie et Simon dans un épisode. Mm-hmm. Et eux, c'est des musiciens. Enfin, elle chante, lui, il est musicien. Mm-hmm. Et elle m'a dit que souvent, je crois que c'est elle qui m'a dit ça, quand elle disait que du coup, elle était chanteuse, Mm-hmm. que la première question, c'était un peu ah ok, puis sinon, ton vrai métier, c'est quoi? Oui, non, mais c'est ça. C'est que vivre d'un métier artistique en Suisse, c'est quelque chose de pas courant. Et c'est pas normal. Enfin, je dis pas... Enfin, c'est pas... On peut pas parler vraiment de normalité, mais il y a un truc dans le collectif des gens où en Suisse, tu peux pas. C'est comme ça. Ok, et du coup, si on essaye de voir un peu plus au quotidien, Mm-hmm. il ressemble une semaine type de Louis. Non, je ne veux pas te dire. Tu vas être trop jaloux. Les gens qui vont m'écouter vont dire non, mais moi je veux être prof de danse. Bon, avant, tu as dit que quand tu étais commercial, à la fin, tu bossais à 50%. Oui, mais bon, tu dois quand même être au bureau le matin à 8h, 7h30. Tu as des vacances qui sont posées 4-5 semaines, comme tous les gens plus ou moins qui sont pas leurs propres patrons. Après, ma vie, maintenant, c'est un peu plus facile parce qu'avec le recul, tu te dis toujours, voilà. Mais en gros, je bosse de présence à l'école. J'y suis 3 heures par jour, du lundi au mercredi. C'est-à-dire que lundi soir, mardi soir et mercredi soir, je bosse de 19 à 22. Okay. Donc, je suis là-bas vers 18h30, je pars à 10h30.
Donc en gros, ça c'est mon temps de présence obligatoire là-bas. Autant te dire que le matin, je mets mon réveil quand je dois prendre un avion ou un train. Mais le matin, je peux faire ma grasse mat, rester au lit jusqu'à 3h l'après-midi si je peux, en gros. Je le fais pas, je le fais moins maintenant. Mais il y a toute une période où, en fin de compte, tu as l'impression d'être en vacances tout le temps. Parce qu'en fin de compte, les vacances, qu'est-ce que tu fais? Tu mets pas de réveil, tu vas manger quand tu veux, tu n'as pas de rendez-vous, de trucs, machin. Après, il y a toute la gestion de l'école. Mais au bout de 13 ans, tu gères, mais tu sais exactement ce que tu as à faire. Et puis ton boulot, il est très rapide, en fin de compte. Donc moi, une semaine type, c'est le lundi, je dors, je mange, je réponds à quelques mails, téléphone, machin, tout ça. Je vais faire mes cours de danse, je sors de mes cours de danse, je peux me coucher un peu à l'heure que je veux. Mardi pareil, mercredi pareil, jeudi pareil. Vendredi, souvent, vu que j'organise aussi les soirées, les vendredis soirs, souvent je vais danser, ou je fais DJ dans certains événements, samedi aussi. Dimanche, de temps en temps aussi, je suis toujours dans ce monde un peu de la nuit. Et puis sinon, c'est un peu tout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas, j'ai pas de séance de conseil d'administration, de trucs, vu que c'est quand même une petite entreprise. Mais je suis calme, je suis vraiment tranquille et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour moi. Alors ça, c'est aujourd'hui, je pense. Mais il y a 13 ans, au moment où ça démarre, ça passe pas de... Après, peut-être je suis naïf, tu vois, mais ça passe pas de... Ok, j'ai ouvert une structure, j'ai 10 anciens élèves d'une autre structure que j'ai récupérés ou qui me font confiance, qui veulent continuer à danser avec moi. Du coup, je fais un premier cours et d'un coup, j'ai, je sais pas, tu as combien d'élèves en moyenne aujourd'hui par mois? Je peux pas te dire. Tu peux pas me dire, ok, c'est secret. Non, je sais pas. Franchement, honnêtement, je sais pas. On en a bien assez. J'imagine, disons un chiffre bol, mais 250 par mois ou plus. Ouais. Comment tu passes de rien à aujourd'hui, justement, comme tu as dit, à force que ça tourne, tu laisses venir les gens qui partent, tu en as d'autres qui viennent, tu as une certaine renommée aussi dans la région. Comment tu passes de justement, rien et c'est là que, après ma vie, c'est de la chance. Après, on dit que la chance n'arrive pas. Il faut savoir la saisir, en guillemets. Mais si tu veux, j'ai jamais vraiment rien fait pour ça. C'est-à-dire que quand j'étais dans d'autres écoles, pour finir, les gens venaient pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert ma structure, j'ai quelques élèves, pas tous, parce que j'ai fait vraiment les choses comme il faut. C'est-à-dire que j'ai décalé tous les heures de cours. C'est-à-dire que si j'avais un cours avancé à telle heure, chez moi, je l'avais décalé un autre jour, pour pas que les gens ils aient juste à changer de voilà, je voulais retourner avec ma structure et mes trucs. Et puis, le bouche à oreille a été énorme, en fin de compte, parce que je connaissais déjà beaucoup, beaucoup de gens dans le milieu. Et puis, on a commencé à faire des soirées aussi qui ont toujours marché depuis le début. Et les gens venaient, ils aimaient les locaux, ils aimaient l'ambiance, ils aimaient plein de choses. Puis ils disaient, mais c'est cool, je veux faire des cours là. C'est-à-dire que moi, niveau marketing, mon marketing s'arrête à mettre de la pub sur Facebook ou maintenant sur Insta. C'est tout. C'est-à-dire que j'ai jamais fait d'affiches, j'ai jamais fait de pub dans les journaux. Je fais des mailings parce qu'à force, les gens s'inscrivent, ils sont sur mes trucs. Mais j'ai jamais eu besoin de faire un marketing pour mes cours. C'est mes élèves qui étaient contents, qui m'amenaient d'autres élèves qui étaient contents, qui amenaient d'autres élèves qui étaient contents, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est la vision que tu as. D'un point de vue extérieur, moi, j'ai quand même l'impression que quand tu dis je bosse, du coup, tu as dit de 18h30 à 22h30, ça fait 4 heures, 3 jours par semaine. Tu dis que tu as les soirées. Donc, les soirées, c'est souvent des gros événements. Des fois, tu as des plus gros événements qui sont du coup du week-end, le week-end entier, donc du vendredi midi, si c'est toi l'organisateur, ou bien avec des journées entières ou des semaines de préparation. En fait, il y a plein de choses en amont et que tu fais un peu à côté qui... Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, et moi c'est un peu comme ça que je le vis, aussi en tant qu'indépendant, c'est que tu as beaucoup de temps libre, si tu le souhaites, mais tu es quand même toujours en train de penser à ta structure, de te dire si je vais manger, potentiellement c'est probablement avec des anciens élèves, des nouveaux élèves ou des potentiels nouveaux profs, parce que tu as aussi des profs que tu engages pour ça. Donc ce que tu dis de mon temps de travail, c'est une partie. Oui, ça c'est mon temps de présence. Voilà. Après le temps de travail, honnêtement, c'est plutôt cool. Je veux dire, j'ai pas de fournisseurs, j'ai pas de... Il
n'y a rien. Moi, ce que j'achète pour mon école de danse, c'est des boissons, du papier toilette, en gros. Tu vois. Donc, j'ai pas besoin de me casser la tête à aller chercher celui qui vend la bouteille la moins chère. Enfin, après, au niveau des profs et des gens que j'engage, c'est souvent des gens que je connais dans l'école. C'est-à-dire que je ne fais même pas une annonce en disant « je cherche des profs de danse ». C'est-à-dire que tout d'un coup, je repère 2-3 élèves qui ont l'air prometteurs, puis je commence à leur dire hey, « toi, ça te dit d'avancer un peu plus vite, naninana ». Puis petit à petit, quasiment tous les profs de mon école, à part quelques exceptions, c'est tous des gens qui ont commencé la danse chez moi. Ça fait que même de ce côté-là, quand tu me dis tu veux engager des gens, je vais engager des gens dans ma propre structure parce qu'ils ont aussi une idée de comment ça fonctionne, de comment je travaille, de la mentalité en fait quelque part de l'école, tu vois. Donc, mais après le temps, oui, je crée des événements Facebook, je réponds à mes mails, j'essaie de mettre plus ou moins à jour mon site quand ça me prend. Mais c'est jamais des, je prends pas ça comme des obligations, comme un truc que je vais me dire, j'ai certaines deadlines pour faire des trucs, mais c'est assez rare, tu vois. Et en fin de compte, au début, oui, tu dois faire tes flyers. Après, je l'ai fait une fois, je change juste la date et les noms des gens, mais c'est le même depuis je sais pas combien de temps. Les courses pour les soirées ou pour les événements, le personnel, j'ai le même depuis très longtemps. Donc moi, je leur dis, voilà, on a les dates là, là, là. Les gars, ils viennent, ils font leur taf. Moi, je fais le mien, je vais acheter des boissons, je remplis les frigos, je mets la musique, puis c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas de... Il y a pas, je dois pas monter une sono, je dois pas préparer une salle, je dois pas... je sais pas, à la longue, c'est assez routinier et ça prend... Au début, ça te prend du temps parce que forcément, tu vas te dire ah mais je vais prendre cette boisson plutôt que celle-là ou engager cet artiste ou plutôt celui-là ou le gars de la caisse, j'ai pas trop confiance donc il faut que je regarde, que je cherche un autre. Mais là, ça fait tellement d'années que je travaille avec les mêmes personnes que ça roule. Là. En fin de compte, c'est en 20 minutes, j'ai envoyé je sais pas, une vingtaine d'SMS, je reçois mes réponses et puis c'est bon. Et tu organisé ton et c'est event. organisé mon event. Avant, c'était beaucoup plus compliqué parce que voilà, il y a des DJ qui étaient plus ou moins bons, d'autres tu sais pas, toi qu'on te parle d'un tel et tel, donc ton langage, en fait, tu te rends compte qu'il n'est pas si bon que ça. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que ça prenait du temps. Maintenant, ça fait tellement de temps que je suis là et que j'ai des gens fidèles puis qui travaillent depuis des années avec moi que voilà, c'est tous fait par 2-3 messages et puis c'est organisé. Et puis si on a un qui peut pas, bah j'ai 2-3 personnes derrière qui peuvent remplacer et puis qui sont contents de venir bosser chez moi. Donc il y a pas, c'est rare que je me sois retrouvé en fait sans les gens que j'ai eu besoin d'une soirée quoi. Ok. Et quand tu dis, voilà, c'est devenu un peu routinier et tout, Mm-hmm. en 2019, début 2020, bah là, je pense que ta routine a beaucoup changé. Alors ouais, le Covid, ouais. Alors le Covid, je pense pour tous les patrons d'entreprise, c'était une source de problèmes incroyables en fin de compte. La première vague, c'était différent. C'est-à-dire que quand ils ont fermé la première fois, ça m'a fait du bien, quelque part. Parce que j'avais un petit peu d'argent de côté. Tout d'un coup, de devoir... Et c'est un côté où c'est un peu le monde de la nuit, ce que j'ai. Donc, tous les soirs, j'avais des trucs. Tout d'un coup, quand tu dois aller manger avec quelqu'un le soir, tes parents, il y a des gens... tu as un seul jour, moi c'était le jeudi. Tu as ce côté-là où, tout d'un coup, tu es tranquille, tu n'es pas obligé d'aller bosser tous les soirs, tu n'es pas obligé d'organiser des soirées, tu prends du temps pour toi. Et puis, t'as pas... Parce que quelque part, quand tu es patron, tu as un stress, je pense, permanent qui a des degrés différents. C'est-à-dire que moi, mon stress, c'est de faire en sorte qu'il y ait assez de gens dans mes cours. Et petit à petit, le jour avant d'ouvrir ton cours, tu checkes, tu regardes s'il y a assez de monde. Le jour où tu ouvres ton cours, tu espères qu'il y a assez de monde. Et tout d'un coup, ça fait 10 ans, ça faisait 10 ans que je vivais ça. Et petit à petit, ça te crée quand même, comme tout patron, des petites angoisses de te dire, est-ce que ça va continuer ? Et chaque année que je recommence les cours, chaque fois je me dis, est-ce que j'en vais revenir ? Enfin, c'est des choses, je pense, assez naturelles chez un patron d'entreprise, que ce soit des clients, comme tu les appelles. Mais le début du Covid m'a fait du bien, franchement. J'étais là, wow.
Donc toi, t'en as profité. Moi, c'est pas que oui, j'en ai profité, Enfin, à part qu'on pouvait rien faire, oui. mais en plus, c'était une période où il faisait relativement beau, où tout d'un coup, ils n'avaient pas encore tout fermé. Enfin, franchement, c'était cool. Après, ça a rouvert, je me dis, nickel, ça repart, bing, bing. Par contre, la deuxième fois, c'était un peu plus la claque. Et puis surtout que la première fois, on a fermé quoi, 2 mois et demi, 3 mois, grand max. Et après, on a fermé presque 8 mois. Donc là, c'était compliqué. C'est très, très compliqué. Et du coup, ça a beaucoup cassé ta routine que tu mentionnais avant. C'était compliqué. Pour toi, c'était quoi les plus grandes difficultés là-dedans? C'est surtout le côté financier en fin de compte. Parce que la communauté, j'ai de la chance d'avoir une communauté de salsa, enfin des gens derrière qui se connaissent, qui se côtoient, où j'ai créé énormément de liens entre les gens et aussi moi des liens avec eux. Donc les messages de soutien, des cagnottes qui sont organisées, les gens énormément aidés, et moralement et financièrement, à ce que l'école ne doive pas fermer. Et après, tu te poses des questions que tu ne te poses pas en tant que patron, jamais, en tout cas moi, de te dire, voilà, si je fais faillite, il se passe quoi? Parce que quand tu es là-dedans, tu te dis, ça marche pas, je ferme. Puis en fait, tu commences à te renseigner et j'ai appris des choses. Genre, tu sais que pour faire faillite, tu dois avoir 5 000 francs en tout cas. Tu dois avoir ça? Une faillite, ça te coûte 5 000 francs. Ok, donc si tu es genre si tu es à zéro, tu ne peux pas faire faillite. Ah, ok. Ouais, parce que tu dois payer un juge, enfin bref, j'ai appris ça, j'ai trouvé ça assez intéressant de te dire que quand tu es au bout du gouffre, si tu n'as pas de quoi payer ta faillite, tu ne peux pas te mettre en faillite. Enfin bref, c'était déjà des choses comme ça où tu te dis waouh. Et puis tu te dis, voilà, moi je suis en raison individuelle. Du coup, je me dis, mais de toute façon, si je fais faillite, j'ai aucun fournisseur, que je devrais de l'argent à personne, je recommence. Et puis en fait, mon contrat de bail, je payais à l'époque à peu près 100 000 francs de loyer par année. Ok. Donc c'est 8 000 francs par mois. Je me dis, je ferme, j'arrête. Puis en fin de compte, et là j'ai signé en janvier pour 5 ans. 2019 ou 2020? 2020. Ah ouais, alors t'as... Juste Parfait. 3 mois avant les débuts de tout ça. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que si je fais faillite, c'est pas parce que je suis pas dans les locaux que je dois arrêter de les payer. C'est-à-dire que si je faisais faillite et pendant 5 ans, je ne pouvais pas, je bossais pas, puis personne ne trouvait un repreneur, j'aurais une dette qui aurait augmenté de 100 000 francs par an, et une dette personnelle, parce que c'est pas une société, une SARL, donc c'est pour moi, tu vois. Puis après, quand tu commences, j'invite certaines personnes à regarder ça, qu'est-ce qui se passe quand tu es en faillite personnelle? C'est incroyable, tu vois. Tu n'as pas le droit à un crédit. Pour ton téléphone, tu dois payer 6 mois d'avance Swisscom. Pour trouver un appart, laisse tomber. Pour avoir un leasing, enfin, toutes les choses de la vie, en fin de compte, une voiture, du boulot, n'importe quoi, même le téléphone. Je veux dire, si tu es en faillite personnelle, tu dois payer Swisscom en avance de tant de mois. Tu vois? Ouais, alors que c'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué, alors qu'en fin de compte, quand tu es en faillite, tu as envie d'essayer de t'en sortir, de faire autre chose. Donc voilà, c'est toujours ces questions-là où tout d'un coup, tu te retrouves confronté à avoir beaucoup de temps pour voyer du noir. Et puis que quand tu demandes des aides, je suis dans le milieu artistique, mais je ne fais pas partie d'une association quelconque, donc ça reste une entreprise. Je ne fais pas partie du milieu sportif, parce que je ne fais pas partie d'une fédération. Et les aides ont été accordées à ces gens-là. Par contre, les entreprises, on les a aidés très tard, en fin de compte. Il y a eu le crédit Covid pour les 3 premiers mois de fermeture. Donc, on te donne 10% de ton chiffre d'affaires. Et pour survivre une période de 3-4 mois. Mais le problème, c'est qu'une entreprise comme la mienne, le loyer, c'est déjà... c'est une boîte qui a 8 000 francs de loyer, généralement, derrière, elle fait des gros chiffres d'affaires. Moi, j'ai eu 8 000 francs de loyer parce que j'ai besoin d'énormément de place pour mon activité. Mais en fin de compte, derrière, je ne fais pas des millions. Donc, il y a eu tout ce côté-là où j'ai commencé à devoir me battre avec l'administration, puis d'expliquer, puis de raconter 50 fois les mêmes trucs à des gens. Et puis, tout d'un coup, on te dit, mais non, vous êtes dans aucune case, donc vous n'avez pas vraiment besoin, vous n'avez pas le droit d'aide. Puis je dis, mais
de où, tu vois. Et derrière, t'entends que Suisse, ils vont toucher 25 millions. Enfin, il y a des trucs derrière où tu t'entends des millions, des milliards libérés pour les entreprises, puis toi, t'es là, non mais... et moi, tu vois. Et puis les restaurants, pareil, et puis, tu vois. Petit à petit, je n'avais pas de réserve. Heureusement, la chose qui m'a sauvé, c'est que j'ai toujours fait les choses en ordre. C'est-à-dire que j'ai toujours payé mes employés, l'AVS déclaré, mes salaires enfin, mon salaire aussi, tout était déclaré. Mais en fin de compte, tu reçois un salaire d'indépendant, c'est-à-dire ton salaire, mais ce salaire-là va couvrir tes frais personnels. Il ne va pas couvrir tes frais d'entreprise. Donc juste, même ce que j'ai reçu comme salaire ne payait même pas le loyer de ma boîte. Ouais. Et après, t'appelles ta gérance, elle dit regarde avec le propriétaire dit me regarder avec la commune dit regarder avec la confédération. Voilà, tout le monde se renvoyait la balle en fait. Donc ça, c'était vraiment le plus dur. Ouais, c'était l'aspect financier, c'était vraiment le truc de dire mais comment tu fais pour payer tes factures, tu vois. Et personne ne joue le jeu, tu vois. Ok, donc maintenant ça, c'est, on espère, du passé et puis que ça va pas du tout revenir. Là, aujourd'hui, concrètement, donc tu as beaucoup parlé de salsa, mais l'école ne donne pas que des cours de salsa. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi les différentes activités que propose du coup je vais mentionner, tu l'as pas mentionné encore, c'est Salsa et Dulsora à Lausanne, à Renan. Ouais, exact. Et du coup, vous proposez quoi comme cours aujourd'hui? Nous, on donne des cours de salsa, différents types de salsa. Donc, il y en a 3 grandes catégories de salsa. C'est la salsa new-yorkaise, la salsa qu'on appelle portoricaine et la salsa cubaine. Donc, on a ces 3 danses. On a la bachata et la kizomba. Donc, ces 3 danses en couple qui dansent beaucoup en soirée. Enfin, il y a beaucoup de... Nous, on est vraiment axé sur les danses en couple où tu peux danser par la suite dans des événements organisés un peu partout en Europe ou dans le monde, en fin de compte. Donc ça, c'est les activités. Et maintenant, plus précisément, donc, avec les autres profs, vous donnez des cours collectifs, mais aussi particuliers, et vous organisez des soirées. C'est un peu les 3 plans que tu proposes. Oui. Ok. Donc c'est un peu mon activité. Après, on loue aussi pas mal nos locaux pour des événements privés ou des cours d'autres personnes qui ont besoin d'espace en fait pour enseigner d'autres danses que les miennes. Mais ça, c'est plutôt c'est de la location de salle en fait. Ok, top. Je crois qu'on a fait un peu le tour donc, de ce que tu fais aujourd'hui. Mon activité, exact. Je propose qu'on passe au sujet donc, de l'épisode que j'ai intitulé Vivre de sa passion. Ma première question là-dessus, c'est est-ce que toi, tu as dit que tu as commencé la danse il y a une vingtaine d'années, donc c'est une passion de jeune adulte. Ouais. Est-ce que tu as eu d'autres passions? Si oui, lesquelles? Et pourquoi c'est la danse que tu en as fait une activité professionnelle? Des passions, j'en ai eu quelques-unes, mais après, dans les 2 grandes passions que j'ai eues, j'ai fait pas mal de sport quand j'étais plus jeune. J'ai fait du roller, donc du inline, du halfpipe, c'est une discipline assez cool. Et puis j'ai fait à peu près 6 ou 7 ans dans ce domaine-là en tant que semi-professionnel, on va dire, dans le roller. Ok. Donc j'ai fait les championnats, j'ai fait beaucoup de démonstrations, de la promotion. Enfin, c'était un peu mon truc de jeunesse, on va dire. J'ai fait champion suisse junior de halfpipe, on est tout bon. Et puis c'est des passions. Ça, c'est une passion, c'était cool jusqu'à ce que il me propose un poste aux États-Unis. On me dire voilà, on va faire les X Games. Tu prends tes clics et tes claques, tu me suis, et puis on va faire un tour des États-Unis pour que tu te fasses connaître là-bas. Quand tu dis il, c'est mes sponsors, okay. C'est les gens avec qui je travaillais là-dedans. Okay. Et puis mon sponsor principal, donc ma mère, n'était pas tellement d'accord là-dessus. Donc elle m'a dit écoute, tu finis ton apprentissage, puis après tu fais ce que tu veux. Donc soit je me barrais aux États-Unis, soit je finissais mon apprentissage. Donc j'ai fini mon apprentissage parce que
Ma mère est très convaincante. Du coup, ben voilà, c'est ce que j'ai fait de finir mon apprentissage. Et puis d'aujourd'hui, je la remercie parce qu'en fin de compte, euh, n'importe où dans le monde, si tu n'as pas un papier ou quelque chose, ta vie est très complexe. Donc, j'ai un peu laissé tomber ça. Puis c'est aussi des sports. Le sport, en règle générale, au bout d'un certain âge, surtout les sports extrêmes, parce que ça faisait quand même partie des sports extrêmes, quand tu arrives à 20, 22, 23, si tu as la chance de ne pas t'être cassé la moitié de ton corps, bah, tu as les petits derrière qui poussent et puis tu es vite dépassé. Genre, toi, il te faut, je sais pas, une semaine pour mettre au point un nouveau mouvement et puis eux, ils te regardent faire et puis dans l'après-midi, ils l'ont, quoi. Parce que la peur vient, enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent quand tu prends de l'âge et ça faisait partie de tout ça. Donc, j'ai jamais voulu aller plus loin là-dedans parce que je me suis rendu compte assez vite qu'en fin de compte, le physique ne suivrait pas. Et puis, du coup, bah, c'est là que j'ai commencé ce qu'on a parlé avant, au début de ma carrière professionnelle, on va dire. Mais à la base, c'était vraiment une passion, et puis je me suis vraiment beaucoup, beaucoup impliqué là-dessus. J'organisais des événements aussi, j'étais dans l'organisation de certains championnats, dans beaucoup, beaucoup de pas consultants, on me demandait pas mal mon avis sur comment créer des nouveaux skateparks, d'aller un peu partout en Suisse pour valider des trucs ou juste pour faire l'inauguration de ce 10 skatepark. Donc on faisait des démos, j'ai fait des démos au salon de l'auto, dans les centres commerciaux. T'as des vidéos de ça? Bah, c'est un truc hyper frustrant en fait. Ah. C'est qu'on est dans on vit. Enfin, j'aurais dû faire ça genre maintenant, tu sais, où tout le monde a un téléphone. À l'époque, tu avais des caméras avec des cassettes, tu avais des appareils photo qu'il fallait développer. Moi, j'ai pas dit mon âge. J'ai 45 ans. Donc à l'époque, on n'était pas dans un monde hyper connecté comme maintenant. C'était complètement différent. Donc j'ai des photos, j'ai beaucoup de photos. Parce que j'ai fait quelques couvertures de magazines, de journaux, même le 24 heures, j'ai été en première page. Donc j'ai des souvenirs, des interviews de moi, des choses dans les magazines, mais pas vraiment de vidéos. Parce que c'est des cassettes. Et maintenant, déjà, maintenant, trouver des trucs pour convertir des cassettes, c'est déjà compliqué. Ouais, c'est compliqué, ouais. J'ai des amis qui ont ça, puis chaque fois qu'on parle, une fois toutes les années pour dire hey, salut, joyeux anniversaire. Je leur dis, puis alors, elles sont mes vidéos. Ouais, un de ces quatre, je les numérise, mais voilà, c'est des gens qui maintenant ont leur vie, leur truc. Donc j'ai très très peu d'enregistrements de cette époque-là, c'est hyper dommage en fin de compte. Mais alors, c'est des bons souvenirs. Je te pose la question, puisque quand j'avais à la toute fin de ma scolarité obligatoire, j'ai fait un petit peu de roller et un petit peu de halfpipe, mais j'avais trop peur déjà. Donc j'ai fait un tout petit peu. Ça a duré quoi? Ouais, 8-9 mois. Un an en fait. Ma dernière année de scolarité. J'en ai fait un petit peu. Du coup, c'est pour ça que je te posais la question. Donc c'était très très drôle. Donc ça, c'était ta première passion? Ça, c'est ma première passion, ouais. C'était les sports extrêmes, en gros, quoi. Et après, tu es passé donc à la danse? Ouais, enfin, c'était un peu... Oui, quelque part, je pense que j'ai toujours eu besoin d'avoir un truc qui me motive. Après, c'est très bizarre, voilà. Moi, je suis sud-américain, donc je viens du Chili. Tous les gens, t'es un Chilien, donc forcément, tu sais danser. Alors, je pense que les Sud-Américains, c'est pas les meilleurs danseurs du monde. Mais on a un rythme, on a quelque chose. Mais en Amérique du Sud, c'est vrai que la danse, c'est quelque chose de très populaire, mais de moins poussé qu'en Europe, en fin de compte. Okay. Et à force, les gens, j'allais à l'atelier volant, à Lausanne, enfin 2-3 trucs un peu latinos. Puis j'étais souvent invité à danser parce que je pensais que je savais. Et c'était assez frustrant que non. Et une fois, après les hasards de la vie, quoi, quand je bossais justement pour cette entreprise de verre, j'ai déménagé à Rolle. Et j'ai cherché un coiffeur à Rolle. Du coup, je suis tombé chez une coiffeuse qui m'a demandé, m'a dit, voilà, dans l'école où je vais, il y a besoin d'un partenaire pour commencer la danse. Est-ce que tu veux faire avec moi? Je disais, ouais, non, mais la danse, et moi, laisse tomber, quoi. Et puis, du coup, elle m'a convaincu, je suis allé avec elle, et puis j'ai commencé la danse. Et puis, depuis, j'ai jamais arrêté, en fin de compte. J'ai trouvé une passion là-dedans assez incroyable. Déjà, pour énormément de choses.
faut pas que je critique trop la Suisse, parce qu'après, on va me dire que je dis que c'est pas un milieu artistique, blablabla. Mais c'est clair qu'en Suisse, le contact entre les gens n'est pas toujours évident. C'est-à-dire que si on va à l'étranger, on se fait tout de suite des potes, on peut toujours, tout de suite parler avec des gens. En Suisse, même, se faire des cercles d'amis, c'est assez complexe, en fin de compte. Et moi, ce que j'ai trouvé génial dans la danse, c'est que tout d'un coup, tu es projeté dans un monde où c'est le monde des bisounours, quoi. Tout le monde est ton ami, tu rencontres des gens, ça va très vite, et puis on va tous là-bas, tu viens avec nous. Enfin, d'un coup, il y a un truc qui se crée au niveau humain qui est assez incroyable, en fin de compte. Et ça m'a énormément plu, ce milieu-là, de tout d'un coup te dire, tous les week-ends, il y a des événements, tous les week-ends, tu revois des gens, tu te crées des amitiés. Enfin, il y a vraiment un truc autour de la danse qui est assez fou, en fin de compte, pour justement le contact humain, on va dire. Donc ça m'a tout de suite plu. Puis après, voilà, j'ai eu assez de facilité, pas tout au début. Avec les 6 premiers mois, c'était vraiment la galère. Je comprenais rien du tout. Et puis petit à petit, voilà, j'ai commencé à comprendre la danse et j'ai évolué, je pense peut-être un peu plus vite que les autres. Et j'ai commencé à danser tous les soirs. C'est-à-dire que du mercredi au dimanche, je dansais. Et ça pendant des années, quoi. Jusqu'à quand un jour, on me dise hey, tu veux pas être prof? Puis je dis non, mais moi, prof, tu rigoles. Et puis j'ai commencé, et puis je me suis trouvé une petite passion là-dedans. Et puis en fin de compte, j'en suis où j'en suis maintenant, quoi. Mais c'était un pur hasard. C'est-à-dire jamais, à part Dirty Dancing, la danse, c'est un peu tout ce que j'en connaissais, quoi. Et du coup, aujourd'hui, vu que ton vie, c'est ton activité, l'unique, c'est pas que, on peut pas te poser la question, c'est quoi ton vrai métier ou qu'est-ce que tu fais à côté. Aujourd'hui, pour toi, à quel point c'est gratifiant ou bien à quel point tu es fier de pouvoir dire, voilà, moi, je vis à 100% de la danse, c'est ma passion et du coup, je suis... Oui, et je comprends ta question du fait, si tu veux, je pense que chaque personne a des gratifications qu'il attend de sa vie, en fin de compte, d'une réussite sociale, professionnelle, financière. Moi, par exemple, tu veux parler du Covid avant. Pour moi, le Covid, c'était me poser la question de savoir qu'est-ce que je veux faire maintenant. Parce qu'on se pose forcément la question. Je retourne dans la vente, je vais vendre des masques, ça va aller, tu vois. Et ce qui m'a fait tenir là-dedans, dans toute cette période un peu sombre pour la culture et pour la vie des gens en général, c'est les gens, en fin de compte. C'est le plaisir que tu amènes aux gens. Et je pense qu'il n'y a rien de plus gratifiant dans un job, à moins que tu cours vraiment après le fric comme un malade, c'est de satisfaire, en fin de compte, tes clients ou les gens qui sont autour de toi. On travaille tous maintenant dans ton domaine. Tu as quelqu'un qui a une attente envers toi, tu vas lui créer quelque chose et tu vas voir son plaisir au bout. Et dans la plupart des métiers, c'est des plaisirs qui sont assez éphémères parce que le gars dit c'est super, machin, ça fonctionne, et tu as toujours un petit chèque et puis on ne se parle plus. Ou à part pour les problèmes, tu vois. Moi, j'ai vu des gens arriver chez moi, des gens introvertis, des gens timides, des gens qui disaient oui, mais on peut venir seul. Je dis, mais viens, c'est la famille, là, tu vois. Puis en fait, ils arrivent et j'ai vu des gens évoluer de manière incroyable, que ce soit au niveau humain, au niveau social, ou pour moi, des gens qui ont 3 pieds gauche, qui sont devenus super danseurs, tu vois. Donc, il y a ce côté où moi, ma gratification là-dedans, c'est de voir en fait évoluer les gens, autant personnellement que techniquement en danse, mais c'est de pouvoir apporter ce petit quelque chose en plus aux gens, tu vois. Et c'est ce qui me manquait le plus, c'est ce qui m'a fait rester en gros après le Covid. Parce que s'il n'y avait pas eu tout ça, je pense que si j'avais un job, je ne vais pas dire un lambda, mais un truc où tu peux te dire, voilà, j'arrête un peu, ou je pars à l'étranger, enfin, quoi que ce soit. Là, j'avais ma petite famille, qui est la famille Salsa Idul Soula, et j'arrivais pas à me détacher de ça. Et j'avais des messages. Comme je t'ai dit, il y a eu beaucoup d'entraide, il y a eu des cagnottes, il y a eu des gens qui ont continué à payer les cours, alors qu'il n'y avait plus de cours. Il y a eu plein de choses qui se sont passées qui m'ont fait me dire, non, mais tu peux pas abandonner ta famille, tu vois. C'était un peu ça. Et c'est ça qui, moi, me plaît dans ce que je fais, vraiment. Au-delà de tout le reste, que tu peux gagner de l'argent, pas gagner de l'argent. C'est vraiment ça. Voilà, il y a un truc qui m'a interpellé au tout début de notre échange. C'est qu'au moment de ta présentation, tu as dit
je m'appelle Louis, je ne sais plus ce qu'il y avait au milieu, et puis tu as dit, et je suis heureux. Oui. Et ça, aujourd'hui, tu penses que si tu avais continué dans la vente, tu aurais pu ajouter ça au moment de ta présentation? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je dirais pas non, catégorique, mais je pense que je le dirais pas. Si tu me poserais la question, t'es heureux? Oui, je serais heureux. Mais je pense pas que je l'aurais dit spontanément. Ok. Et je Donc, me rappelle même pas que j'ai dit ça. oui. Alors, moi, je l'ai noté, puisque c'est quelque chose que je trouve que les gens ont de la peine à dire spontanément, parce que j'ai le sentiment que si tu l'es, vu qu'autour de toi, tu sais que j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui est du milieu de la psychologie, je crois on peut dire ça comme ça, qui mentionne le fait qu'aujourd'hui en Suisse, il y a des chiffres et puis sur les personnes qui sont heureuses dans leur travail, et puis que tu as par exemple une personne sur deux qui l'est pas. Bah oui. Et du coup, c'est pour ça que je te demande, c'est que les gens ne le disent pas spontanément, ou bien ont peur peut-être que les autres autour ne le soient pas, ou je sais pas en fait, t'as l'impression qu'il y a vraiment une pression là-dessus. Et toi, tu l'as dit comme ça d'entrée, donc je me pose la question si le fait que tu sois épanoui autour de ta passion, la danse, de la famille que tu as créée du coup avec ton entreprise, si c'est un peu le fait que ce soit ta passion qui fait qu'aujourd'hui tu es épanoui, que tu le dis ouvertement. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Après, dans la plupart des métiers où tu fais du bien aux gens, en tout cas pour ma part, c'est vraiment une satisfaction. Après, c'est clair que le bonheur des gens va souvent passer par le bonheur des autres. T'es jamais heureux juste tout seul. T'es heureux parce qu'il y a des choses qui se passent, tu vois. Et j'ai l'impression que justement, quand tu fais un métier, que tu arrives le matin, que tu bosses pour un patron que tu vois peut-être une fois au souper de boîte, bourré, puis c'est la seule fois où on vient de parler toute ta vie, c'est différent que d'être là, entouré de gens avec qui tu leur apportes. Et tu sais que ce que je fais, ça a un impact direct sur quelqu'un. Tu vois toute la chaîne, en fait, tu vois tout le processus. C'est pas être un maillon dans une entreprise et puis ne pas vraiment savoir quel est ton rôle réel là-dedans ou si tu as la bonne place, tu vois. Moi, je sais que j'ai l'impression, en tout cas, non, je suis à la place où j'ai envie d'être actuellement dans ma vie. Donc, c'est plutôt cool. Et je pense, en Suisse, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux au travail. Mais je pense pas que c'est qu'une question de travail. C'est-à-dire que je pense que si tu as un job et puis qu'à côté, tu fais des cours chez moi, par exemple, tu vas être vachement plus heureux. Non, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que si tu bosses pour partir 3 semaines en vacances par année, c'est un peu dur. Mais c'est triste, tu vois. Et c'est ce qui manque, justement. C'est de moins en moins, parce que même après le Covid, on a vu que dans les festivals, dans les festivals, tous les événements publics, ça s'est rempli comme jamais. Je veux dire, tous les festivals en Suisse, tous les événements au bord du lac, il n'y a jamais eu autant de monde maintenant qu'avant. C'est-à-dire que je pense qu'au bout d'un moment, les gens, ils se rendent compte que le contact humain est quelque chose d'hallucinant. Et on l'a perdu avec le Covid, tu vois. Et je pense que ça fait du bien, quelque part, un peu à l'humanité, si je veux dire, sans parler de toute la partie sombre là derrière. De tout d'un coup se dire, mais putain, je peux plus aller boire ma bière, je peux plus aller au resto, je peux plus aller voir un pote là-bas. Et je veux dire, ça a rendu un manque plus conscient qu'avant, quand tu te dis non, pas ce soir, je l'appellerai un autre jour, ou non, je réponds pas. Je pense qu'on a développé un truc assez positif après tout ça. Et je le ressens, moi, dans la danse, où les gens, quand ils se sont retrouvés, c'était waouh, tu vois. Le problème, c'est que l'être humain est parfois très bête et oublie très rapidement les choses. Et on recommence, si tu veux, à faire nos petites vies comme on les faisait avant. Mais moi, j'ai adoré la période réouverture Covid. C'était après Covid. C'était un truc de fou. Ah oui, moi j'ai fait quelques événements. Et t'es là, mais pourquoi c'est pas tout le temps comme ça? C'est abusé. Parce que c'était waouh.
Ouais, l'engouement, la L'engouement, présence. les trucs. T'as des gens qui viennent te parler alors que jusqu'à là, les gens ne parlaient pas. Tu vois, enfin. Ouais, c'est clair. Et t'as l'impression de te sentir, je sais pas, quelque part en vacances dans le sud, et puis que là-bas c'est tout le temps comme ça, tu vois. Et c'était un truc assez fou en fin de compte. Mais voilà, le bonheur des gens, je pense qu'en Suisse, c'est juste qu'on est trop métro, boulot, dodo. Et puis des fois c'est un petit peu dommage. Ouais. Je te remercie. Je te propose qu'on passe à la dernière partie de l'épisode, donc expérience et retour d'expérience. Aujourd'hui, si tu essayes de voir un peu tout ton parcours, pour toi, quelles ont été tes plus grandes difficultés ? Tu peux préciser ? Alors, je pense que c'est très dur de définir une difficulté, mais est-ce qu'il y a eu des moments où, peu importe que ce soit quand tu étais employé ou bien maintenant depuis que tu as ta structure, des moments où vraiment là, soit tu as failli abandonner, soit tu te disais ah, c'est hyper dur là, changer de structure, aujourd'hui on me propose un nouveau taf, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'ai refusé des choses qui du coup aujourd'hui je regrette un peu, ou bien qu'est-ce qui a été difficile vraiment à vivre? Est-ce que typiquement moi à la fin de comment je peux dire ça à la fin de mon travail dans mon ancienne boîte, si tu veux, je me sentais plus aligné. Et du coup, ça a été une grosse difficulté de ma part, et je l'ai senti un peu comme un échec, de me dire, ok, je suis dans une boîte où aujourd'hui, jour J, je suis pas heureux parce que je me sens plus aligné avec les trucs. Donc, c'était un peu un moment hyper dur avant de choisir de quitter, tu vois. Est-ce que toi, tu as eu des moments vraiment hyper durs ou pas plus que ça? Non, pas plus que ça. Après, moi, tu vois, enfin, j'ai mené toujours ma vie comme ça. Si j'aime pas quelque chose, je le change. Et j'ai toujours eu cette ligne en fait que j'ai suivie. T'es pas heureux là? Mais arrête de te morfondre. T'es pas heureux en mécanique, fais autre chose. Bah, en mécanique industrielle, pourquoi pas? Donc en mécanique industrielle, on commence à ça va être censuré ce que je veux dire. Si tu On veux, commence à bip, me casser les... Bah, je change. Et chaque fois, j'ai pris des opportunités sans vraiment me poser de questions. Si ça va, ça va. Si ça va pas, bah, tu changes. Et je me suis jamais vraiment... je suis jamais allé jusqu'au point de me dire oh putain, je vais faire une dépression si je continue. Ça l'est pas. Et moi, mes boss et ces phrases de patrons qui te disent mais comme toi, il y en a 10, bah, prends-en un de ces 10 et puis envoie-moi ma lettre. Tu vois? Et j'ai toujours été comme ça. T'es pas content, tu me vires. Et que ce soit dans ma vie en général, j'ai toujours fait ça. C'est-à-dire que si demain l'école ne devait pas marcher, bah voilà, j'aurais passé 13 ans exceptionnels à faire ce que je fais et ce que j'aime. Si un jour, bah voilà, il y a une 18e vague de Covid et puis que je dois changer, bah, j'aurais été hyper content de ça et puis bah, tu repars sur d'autres choses. Et puis après, ce qui est important, et je pense que c'est si tu es capable de faire une chose une fois, tu es capable de le refaire. Donc, c'est pas... j'ai l'impression que des fois, des gens ils perdent leur entreprise. Je peux comprendre, j'ai failli l'avoir. Et tout ton monde t'écroule. Tout ton monde s'écroule en fin de compte. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, si tu réfléchis un peu plus loin que juste les peurs que tu peux avoir, bah, tu recommences. J'ai commencé avec un local de 100 mètres carrés et puis 2 profs qui se couraient après, quoi. Donc, voilà, il y a toujours, je suis quelqu'un d'assez positif, même si des fois, en m'entendant parler, j'ai un caractère assez tranquille et calme. Je me fais pas de problème. Si ça va pas, bah ça va pas. Au pire, je retourne chez ma maman. Elle sera hyper contente de t'accueillir en plus. Oui, elle m'a dit, il y a une chambre pour toi. Je lui ai dit non merci, mais s'il faut. Enfin, voilà. Mais voilà, je pense que c'est des difficultés, on se les crée beaucoup, beaucoup. Et du coup, à l'inverse, pour toi, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as été vraiment hyper fier de ce que tu as accompli? Oui, moi je pense, ouais. Enfin, ça a commencé déjà quand j'ai eu mon CFC. J'étais là, wow, la vie commence. Et puis après, voilà, de juste faire le boulot qu'on te demande en tant qu'employé,
d'évoluer dans une entreprise. Enfin, tout ça, c'est des petites victoires, ces petites choses qui te font te dire, bah, voilà, c'est cool, je crois en moi, il croit en moi, ça se passe bien. Avoir réussi des objectifs de vente, enfin, c'est toutes des petites fiertés, je pense, qu'on doit, mon premier salaire, enfin, des choses comme ça, où là, c'est gratifiant. Et il faut prendre ça vraiment comme un truc cool, et pas genre... maintenant, j'ai l'impression que les gens, je sais pas, quand j'entends des fois parler des gens, ils me disent ah, j'ai fait mes objectifs, j'ai eu des prix, mais bon, tu vois, je devrais payer des impôts. Ouais, mais excuse, si tu payes des impôts, c'est déjà. T'as gagné de l'argent. T'as gagné de l'argent. Puis l'autre qui me dit ouais, mais tu sais, moi je paye 200 000 balles d'impôts par année. Je dis, putain, tu sais ce que je donnerais moi pour payer 200 000 balles d'impôts. Tu vois Je vois. Il y a des choses comme ça où j'ai l'impression que les gens, des fois, ils voient que le négatif et pas forcément le positif derrière tout ça. Puis après, oui, ben voilà, quand tu ouvres ta structure, quand tout d'un coup tu vas ouvrir ta boîte au registre du commerce, puis que tu as un papier en disant putain, c'est à moi, c'est cool, c'est rien, mais c'est juste, il y a mon nom sur un nom d'entreprise, quoi. Et puis après, des choses, voilà, avoir des élèves devenir profs, gagner des championnats de danse, des choses bêtes de la vie, de voir des couples qui se forment, où maintenant ils sont mariés, ils ont des petits bébés. Puis tu te dis, mais c'est grâce à toi, à mon école de danse, j'ai rien fait. Mais, et je sais pas, des grosses soirées où j'ai eu fêter les anniversaires, où tout d'un coup il y avait 700 personnes qui sont là en train de. Toi, tu es sur scène avec un micro et tu as 700 personnes qui sont là et tu te dis, mais wow, c'est moi qui ai fait ça. Et que tu as ta maman comme ça tout en larmes. Tu essaies de ne pas pleurer. Enfin voilà, il y a toujours cette fierté aussi. On est très famille, enfin, sud-américain aussi. Et puis il y a toujours ce côté, bah, tu rends ta maman fière, tu vois. Donc je ne suis pas sûr qu'elle croyait que c'était une bonne idée que j'ouvre une école de danse. Maintenant, ça va. Elle a compris que c'était pas juste un hobby. Mais non, c'est pas une grosse fierté, je pense. Je pense que c'est des petites choses qui te font rebondir chaque fois sur une nouvelle réussite. Mais une réussite, vraiment un truc, waouh, je pense que non, pas encore. Top. Je vais juste revenir sur un truc que tu as mentionné déjà 2 fois. Ma maman ? Alors non, si tu veux, après on peut en discuter. Non, ça va. Mais tu as mentionné déjà plusieurs fois que tu trouvais important le papier, donc la formation, être validé. Mm-hmm. Et aujourd'hui, pourtant, bah, t'en as pas besoin. T'en as jamais eu besoin, je pense, dans le milieu de la danse. Enfin, c'est d'autres formations, d'autres types de reconnaissance. Mm-hmm. Mais pourquoi tu penses que, du coup, un papier est important ou pas ? Bah, ça va t'ouvrir des portes, en fin de compte, tu vois. Et la vie, ben voilà, elle est faite de rencontres. Ça fait penser à un film. Et juste pour exemple, bah, j'ai bossé chez Wurt. J'avais un bon client à moi. Enfin, je bossais chez Wurt parce que dans cette entreprise de vente, parce que j'ai eu un CFC. Sinon, j'aurais jamais commencé là-bas. Et j'ai eu CFC parce que ma mère m'a poussé à le faire. Enfin, bref, il y a eu plein de choses. Et après, dans la vie est incroyable des fois parce que j'avais un très bon client qui avait un atelier à Renan, à la rue de Lausanne 60, tu vois, où j'ai mon école. Et en fin de compte, à un moment, je passe devant les bâtiments où j'ai mon école maintenant, puis je vois un panneau à louer. Et je vais là-bas, et toc, 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 vous louez. Ah, Louis, puis c'était un de mes clients. Et le gars, en fait, il était déjà en train plus ou moins de louer à quelqu'un d'autre. Il me dit, ah non, mais si c'est pour toi, je te le garde, parce que je sous-loue. Enfin, il y a des choses dans la vie, je pense que on se rend pas. Moi, j'ai eu énormément, comme je te dis, énormément de chance. C'est toujours des gens, tu rencontres des gens qui te font évoluer, tout ça. Mais je pense qu'un papier te donne accès à tout ça. À moins que tu sois un de mes meilleurs potes, il est parti de chez lui à 14 ans, il a ouvert sa boîte à vente, et puis il n'a jamais fait de papier. Ou peut-être qu'il a fait des trucs par la suite. Mais je pense que quand tu es dans un domaine, le papier, c'est ce qui va te permettre d'avoir ta liberté. Ok. À moins que tu sois comme moi dans la danse. Mais même ça, tu n'arrives pas de nulle part à te dire, à arriver vers une gérance, te dire oui, je signe un papier comme quoi je m'engage à payer 8 000 francs de loyer par mois sans aucune garantie derrière. Oui, c'est clair. Donc, c'est pour ça que le papier est important. Mais du coup, toi, tu le vois vraiment comme
des opportunités qui sont déclenchées grâce à ça après. Oui, ouais, Ok. ouais. Et quel que soit le papier, hein. Oui. C'est-à-dire c'est que tu finisses une école, que tu aies un CFC, que tu aies un diplôme universitaire, ça dépend de tout ce que tu veux faire, mais la plupart du temps, on va dire, vous avez quelque chose. Puis tu montes ça, puis ça prouve déjà que tu sais que tu es responsable et que tu as pu aller au bout de quelque chose. Dans ma vision des choses. Ok. Hein. Maintenant, si je dois engager un prof puis qu'il n'a jamais fait d'études, pour moi, c'est pas un problème. Si le mec il est bon danseur et tout, voilà. Mais dans la plupart des boîtes, c'est pas possible. Ok. Pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à... est-ce que tu arrives à décrire ce que c'est l'épanouissement? L'épanouissement. Oui, quand tu es épanoui. Wow. Oui, mais t'es méchant avec tes questions là. Non, ça va. T'as un dictionnaire là. Je vais te lire la définition. Non, l'épanouissement, je pense d'avoir le moins d'emmerdes possible dans ta vie et puis de pouvoir profiter un peu quand tu veux de choses que t'aimes en fin de compte. Tu vois, je pense que l'épanouissement passe par beaucoup de choses. Un petit peu par l'argent, un peu par tes amis, un peu par ta famille. Enfin, il y a toute une chose où l'épanouissement, c'est quelque chose d'hyper complexe. Tu vois, parce que tu peux être hyper heureux, comme j'ai un pote là, il a tout pour lui et il trouve pas de copine. Et le mec, il est malheureux comme une pierre. Est-ce qu'il est toujours où il a une copine, pour lui, ça sera un épanouissement incroyable, sans se rendre compte que jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a fait, il a réussi. Après, moi, je pense que l'épanouissement, en gros, c'est juste d'être heureux de ce que tu as. Que ce soit beaucoup ou pas beaucoup, de te dire, voilà, s'il y a des gens que tu n'aimes pas, arrête de les voir. S'il y a je sais pas, enfin, en règle générale, c'est juste de pouvoir dire non à ce qui t'embête, tu vois. Pour moi, un épanouissement, c'est presque un luxe de pouvoir dire non, en fin de compte. T'as pas envie de faire un truc? Non, j'ai pas envie. Sans avoir besoin de te justifier par nanana. Puis ça passe aussi ça par la case patron, où tu te dis non, mais j'ai pas envie de bosser. Ou je sais pas, j'ai envie de partir en vacances, mais là, tout de suite, j'ai besoin de soleil, je me casse. Puis ton patron te dit non, il y a trop de boulot. Là, l'épanouissement, tu vois. Et moi, je pense que je suis épanoui parce que simplement, je peux faire ce que je veux dans la limite de mes moyens, mais je peux faire ce que je veux quand je veux. Et pour moi, ça, c'est un épanouissement. Plus que, je sais pas, avoir une Férouz. Alors moi, je suis assez de ton avis là-dessus. Et tu es épanoui? Alors, moi, pour l'instant, ça va pas trop mal. Je vais pas trop à me plaindre, je crois. Si tu pouvais donner un conseil à Louis quand il avait 20 ans, tu lui dirais quoi? D'acheter des bitcoins. Ça n'existait pas encore. Bah justement. non, je sais pas. Ça change rien, quoi. Ça à 20 ans, non. Peut-être avant, ouais, j'ai dit, ouais, baisse quand même un peu à l'école, parce que ça ouvre quand même pas mal d'opportunités. Mais à 20 ans, je pense que non. Change rien. Change rien. Ouais. Et je pense que voilà, comme je t'ai dit, moi si j'en suis arrivé là, c'est parce que j'ai rien voulu changer. J'ai pas voulu me rabaisser à dire oui à un mec qui a besoin de se sentir chef tout puissant, et puis tout le monde est là, ah, pardon patron. Je dis non mais t'es pas content, mais je me casse, quoi. Et donc c'est pour ça que je dis rien, dans le sens où je pense que ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait parce que j'étais cette personne-là. Mais après, voilà, des petits conseils d'investissement, j'aurais pu lui donner. Ça aurait accéléré un petit peu l'âge de la retraite. Mais sinon, non, je pense pas. Je pense que j'ai une vie cool, puis que j'aime en fin de compte. Donc, Alors justement, dans 10 ans, tu feras quoi et tu seras où? Dans 10 ans, je sais pas. Et c'est un peu le revers de la médaille de ce que je fais. C'est que ça reste un milieu artistique. Donc c'est un milieu où, comme je dis, tu penses
automatiquement à ta retraite, à ce que tu vas toucher, naninana, parce que c'est ce qui te reste en fin de compte quand tu n'as plus rien. Mais dans 10 ans, je pense que 55, je pense que je serai encore là. Je serai encore en train de faire des gags pourris dans mes cours. Et puis, je pense pas que j'aurais changé énormément de grand-chose. Ou peut-être, je sais pas, un jour, je vais me dire, tu vends cette école de danse, et puis je m'achète un baraque à frites sur une plage quelque part, tu vois. Mais je pense que dans 10 ans, j'aurai encore assez d'énergie pour être où je suis, et puis continuer à faire danser et rire des gens. Top. Est-ce qu'au long de ton parcours, ou peut-être même encore aujourd'hui, est-ce que tu as eu des mentors que tu as connus ou des mentors plus fictifs, dans le sens des auteurs ou quelque chose, des gens qui ont été impactants dans ton parcours? Oui, j'en ai eu plein. Après, c'était pas des gens impactants dans le sens qui m'ont appris à danser, par exemple. Enfin, c'est plutôt des gens qui m'ont appris des choses essentielles de la vie. Je peux partir, moi, je te dis, j'ai un début de scolarité chaotique, jusqu'à ce que je tombe sur un prof qui a su m'expliquer les choses comme je les entendais. Après, voilà, j'ai fait des tests de QI, et puis apparemment, je suis assez intelligent, mais j'étais juste pas, comme beaucoup de gens, hein, au bon endroit au bon moment. Et ce prof-là m'a fait confiance, il a réussi à faire en fin de compte en sorte que j'arrive bien à la fin de ma scolarité. Ensuite, j'ai eu un apprentissage, là aussi j'ai eu un maître d'apprentissage qui m'a vachement poussé à bien réussir les choses. Par la suite, dans la mécanique industrielle, j'ai eu encore un de mes chefs qui, lui, a décelé quelque chose chez moi, puis qui m'a permis quelque part d'aller... Enfin, c'est toujours des gens qui vont voir en fait un petit truc en plus chez toi, qui vont se dire « Ah, mais ce mec, il a pas l'air trop con. Viens, je te prends un peu sur mon aile, et puis je te donne un petit coup de boost, et puis quand il faut te foutre une claque pour que tu avances, je serai là aussi. » Et en fait, c'est ces gens-là qui m'ont plus inspiré que des gens fictifs. Par exemple, même en danse, je me suis jamais inspiré d'autres danseurs. C'est-à-dire que toutes mes figures, à part exception quelques-unes, où tout d'un coup je vois un gars danser sur une vidéo, puis je dis ah, j'adore ce mouvement, puis je le reproduis. Tout le reste, ça vient de moi. Mais sinon, c'est des personnes. C'est des personnes au bout d'un moment qui croient simplement en toi et puis qui te donnent l'énergie suffisante pour aller au-delà en fait de ce que toi-même tu pensais capable, en gros. Mais sinon, non, j'ai pas de... C'est parfait. C'est parfait. T'es chou. Est-ce que tu as une ressource que tu partages souvent? Quand je dis ressource, ça peut être un livre, un podcast, un film, une série, quelque chose qui t'a plu particulièrement, soit récemment, soit il y a longtemps, puis que tu partages assez facilement. Mais pas trop en fait. Non, j'aime bien partager ma musique. Ou une musique alors que t'aimes bien? Mais sinon, pas vraiment. Il n'y a pas une musique que j'aime bien. Après, je suis DJ, donc j'ai à peu près 1600 disques chez moi, mais aussi vinyle. Donc partager une, ça serait un péché. Mais non, je crois pas qu'il y a... Il y a des choses que j'aime bien, des films, comme tout un chacun, où tu te dis, regarde ce film, il est cool. Mais il n'y a pas vraiment un livre ou un film qui m'a bouleversé au point de changer ma vie, comme ça arrive à certaines personnes. Okay. Après, c'est des choses très spontanées sur le moment. Tu vois un film cool, tu dis à tout le monde de le voir, puis voilà. Mais sinon, non. Alors, le dernier film qui était cool? Ah, non, je peux pas te dire. On peut pas dire ça. Alors, le dernier film cool que j'ai vu... J'en ai vu tellement. Bon, moi, j'adore la science-fiction, donc c'est hyper bizarre, les films que j'aime bien. Là, ça me vient pas. Ok, pas grave. Ouais. Si tu pouvais choisir un lieu sur Terre où t'es hyper bien, ce serait où? Chez ma mère. Non, c'est pas vrai.
Ah si, je suis hyper bien. Ils vont se dire, le mec, il a un syndrome avec sa maman, le pauvre, on n'est rien. Si. Mais non, je pense que moi, j'adore la mer. J'adore les plages, j'aime la nourriture de bord de mer, l'odeur, les vagues, enfin le vent. Je pense que à peu près n'importe quelle plage aux Caraïbes, Ça te convient? j'adore. Ouais. Ok, top. Est-ce que au long de l'épisode, il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée? Et si oui, laquelle? Non, je crois pas. Ok. Alors, est-ce que tu as une question à me poser à moi? Et pourquoi tu viens plus au cours? Ah, voilà. Non, non, c'est... Est-ce que j'ai une question à te poser? Tu poses des questions vachement pertinentes Ah, et j'essaie. vachement complexes à répondre. Mais qu'est-ce que ça t'apporte de faire des podcasts? Alors, ça m'apporte d'avoir une excuse pour demander à des gens comme toi de passer un moment avec moi pour que je puisse en fait les rencontrer d'une façon pratiquement impossible Mhm. hors de ce lieu, cette salle par exemple. Tu vois, on se connaît depuis un peu plus d'un an, je crois. Mhm. Donc j'ai fait des cours avec toi, donc on Ouais. rigole beaucoup à tes cours. On a mangé ensemble, on a bu des verres déjà ensemble, mais à aucun moment, j'ai l'impression, comme tu as dit avant, c'est hyper dur de rencontrer des gens, de se faire, de rentrer dans des cercles, d'approfondir des relations. Et en fait, sans une excuse, typiquement le podcast, Mhm. c'est presque impossible, je pense, d'aller près de quelqu'un, d'essayer de creuser un peu qui il est, pourquoi il en est pourquoi il a fait des choses et il en est où il en est aujourd'hui, Mhm. qui il est vraiment, poser des questions hyper personnelles qui, au final, dans un podcast, des fois dérangent pas du tout, ou des Mhm. fois on me dit en fait j'ai pas envie d'y répondre, ça me va Ok. aussi, tu vois. Ok. Mais en gros, c'est une excuse au moment où j'ai démarré un peu ça, c'est au moment où je suis devenu indépendant. Et du coup, j'ai eu le sentiment que j'ai découvert un nouveau cercle de gens, puisque tu vois, en tant qu'employé, où j'étais avant, c'était hyper prenant, c'était dans un milieu start-up tech, donc innovation, donc c'était hyper fermé, hyper prenant, c'était hyper passionnant aussi. Mhm. Mais au moment où je me suis lancé en tant qu'indépendant, je suis arrivé typiquement dans un coworking où il y a plein de gens qui viennent de partout, qui sont employés, employeurs, indépendants, qui ont des histoires ou des parcours de vie incroyables. Et puis, tout ce qu'ils disent, c'est ils prennent leur café, ils disent ah oui, si jamais avant, j'ai été champion suisse de roller. Et, c'était cool. Puis ils se barrent, puis toi t'es là, tu peux pas me laisser comme ça, genre tu lâches ça, et puis aujourd'hui Ok. je sais que tu vends des vélos par exemple, enfin je sais pas, tu vois. Et du coup, en fait, de rencontrer les gens, de discuter avec eux, c'est un peu ce que je cherche avec ce podcast, Ouais. et puis c'est un peu ce que ça m'apporte d'avoir une excuse d'aller à la rencontre des gens. Tu cherches des amis, quoi. Oui, voilà, je suis ça. Voilà. Non, non c'est cool. C'est très cool. C'est hyper intéressant, en tout cas, de faire cet exercice. Et même toi, pour moi, ça me fait me poser des questions, en fait, que je me pose pas. Parce que moi, ma vie, elle est cool. Mais je me pose pas des fois la question de me dire pourquoi elle est devenue cool, tu vois. C'est intéressant. Merci pour ça. Ouais, avec grand plaisir. C'est un peu je crois, le plus de retours qu'on m'a fait des invités que j'ai eus. C'est j'ai pendant 1 heure pu, quand tu discutes avec toi-même ou que tu essaies de faire une petite rétrospective, c'est facile de dire oui, là, ouais, ça, j'enlève. J'y réfléchis pas trop. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui te pose une question où tu dois réfléchir dessus et essayer d'y répondre, Ouais. je pense que c'est intéressant de revenir sur le parcours, d'essayer de comprendre et tout. Et c'est le plus gros retour que j'ai eu de gens que j'ai invités qui m'ont dit merci, c'était cool d'avoir 1 heure où j'ai pu faire un peu une rétrospective Oui, non, mais et d'être content. C'est assez fou. C'est assez fou. Et tu mènes ça très bien, donc c'est chouette. Merci. Si tu pouvais faire passer un message important pour toi au monde entier, ça serait quoi? Venez faire des cours chez moi, quoi. Parfait. Direct. Direct. Non, je pense que c'est parlez-vous, quoi. Tu vois, on est souvent, et je pense que ça nous arrive tout le temps, c'est la timidité, c'est beaucoup de choses qui se passent aussi dans l'actualité, entre hommes et femmes, entre autres.
Je crois qu'on n'ose même plus aller aborder les gens de manière spontanée sans avoir peur qu'on se prenne un procès, si j'exagère énormément de choses. Mais la communication, je veux dire, combien de fois on croise quelqu'un, on croise un regard, et on se dit, putain, j'aurais moins dû dire genre, coucou. Tu sais jamais à quoi ça peut mener, mais que ce soit un homme ou une femme. Hein. Mais je pense que c'est... Ouais, parlez-vous. Parlez-vous. Moi, je parle souvent avec des gens quand je suis... je sais pas, j'attends dans une salle d'attente, je vais facilement parler avec quelqu'un. Ou dans un avion, si j'ai quelqu'un à côté, je vais lancer une conversation. Plutôt que de passer 3-4 heures à se battre pour savoir qui c'est qui a la coup d'oeil. Je vois tout à fait. Mais je pense que c'est quelque chose qui manque énormément, le contact, de juste demander à quelqu'un qui a l'air perdu dans la rue, ça va, tu cherches quelque chose, des trucs tout bêtes, tu vois, juste ça, parlez-vous. C'est beau. Merci, toi aussi. Pour finir, si on veut te contacter ou bien si on veut te retrouver, on te retrouve où? Mon site internet, tu veux dire? Alors, c'est égal. Non, après, moi je suis à la rue de Lausanne 60 à Renan, donc c'est là que j'ai mon école. Et on dit c'est là que j'ai mon école. C'est français. Le site c'est salsalausanne.ch. Il y a mon numéro et toutes les infos. Donc si vous voulez venir faire des cours de danse et parler entre vous, ça se fait. C'est salsalausanne.ch. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Je Merci. te remercie en tout cas. Mais c'est moi, c'était un plaisir. Partagé. Cool. Merci. L'épisode est déjà fini. C'est un épisode que je trouve intéressant parce qu'il me rappelle pourquoi j'aime bien enregistrer. Louis, je le connais dans un contexte où c'est toujours divertissant, c'est cool d'être avec lui, c'est toujours très drôle. Et en fait, aujourd'hui, on a pu vraiment discuter profondément de certains sujets, j'ai pu apprendre à le découvrir différemment. Du coup, je trouve ça hyper cool. Merci à lui, merci à la Fondation Inartis de nous avoir prêté les locaux d'enregistrement. Et si t'as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager ou à le noter. Et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!